On suppose désormais que l'indice de nilpotence est inférieur ou égal à n-1 et on complète alors cette famille libre-là en une base de Kn. Pour k compris entre 1 et n, on note alors uk étoile la kème forme coordonnée relative à cette base-là de Kn. En d'autres termes, uk étoile est la forme linéaire sur Kn qui, quand on l'applique à un vecteur x de Kn, renvoie sa kème composante dans cette base-là. Et on introduit alors cette application pi de Kn dans Kn. Et on nous demande alors de justifier qu'il s'agit bien d'un endomorphisme de Kn. On a tout de suite U1 étoile étant une forme linéaire sur Kn et G étant un endomorphisme de Kn, que l'application qui a x associe ce scalaire-là est une forme linéaire sur Kn. Par conséquent, l'application qui a x associe ce vecteur-là est un endomorphisme de Kn. Et donc pi est un endomorphisme de Kn comme somme d'endomorphismes de Kn. On nous demande maintenant de calculer l'image de ces vecteurs-là par l'endomorphisme pi. Essayons tout d'abord de mieux voir l'endomorphisme pi. Les vecteurs qui apparaissent ici sont dans l'ordre ces vecteurs-là. Par conséquent, dans le cas particulier où x égale ui, qui vaut gp-i de u, les vecteurs qui apparaîtront ici sont dans l'ordre ces vecteurs-là. Et maintenant, c'est terminé. En effet, les premiers vecteurs qui vont apparaître ici sont des vecteurs de cette famille libre-là et ils vont apparaître dans ce sens-là. Aussi, leur image par U1 étoile, c'est-à-dire leur composante selon U1 dans cette base-là, sera nulle. Puis quand k vaudra i, on aura ici le vecteur gp-1 de u, c'est-à-dire le vecteur u1. Aussi, quand k égale i, l'image de ce vecteur-là par u1 étoile sera 1. Et pour les vecteurs précédents, leur image par u1 étoile valait 0, vu que les vecteurs précédents étaient des vecteurs de cette famille libre-là, mais pas U1. Et pour k strictement plus grand que i, on a alors ici une puissance qui est supérieure ou égale à p, et par conséquent, ce vecteur-là est nul, vu que g est nilpotent d'indice p. Aussi, dans cette somme-là, tous ces scalaires-là sont nuls, sauf pour k égale i, auquel cas ce scalaire-là vaut 1. On en conclut donc finalement que pour i compris entre 1 et p, l'image de ui par p est le vecteur ui lui-même. On demande maintenant d'en déduire que pi est un projecteur de Kn de rang p. On a tout de suite vu l'écriture de pi que im de pi est inclus dans vect de u1, u2, up. Mais ces vecteurs-là appartiennent également à im de pi, vu que pi de ui égale ui pour i allant de 1 à p. On a donc égalité ici, et comme on a ici une famille libre, on en conclut finalement que im de pi est bien de dimension p. Et pi est clairement un projecteur, car quand on applique pi à pi de x, on va appliquer pi à ce vecteur-là, et comme on a ici un scalaire, on va en fait appliquer pi à ce vecteur-là. Or, pi de uk, c'est uk pour k allant de 1 à p. On a donc pi de x qui est égal à pi de x. Aussi, pi est un projecteur. Et pi est donc une projection sur ce sous-espace vectoriel-là, parallèlement à un sous-espace que l'on ne connaît pas. On nous demande maintenant de montrer que g et pi commutent, c'est-à-dire que g rond pi égale pi rond g. On abandonne l'idée de montrer que g rond pi égale pi rond g en montrant que ces deux applications linéaires-là ont même action sur tous les vecteurs x de E, car on voit mal ici comment calculer g de pi de x. De même, on abandonne l'idée de montrer que g rond pi égale pi rond g
en montrant qu'ils ont même action sur les vecteurs de cette base-là de Kn. Vu que l'on n'a pas d'information sur G de UK pour K strictement plus grand que P et sur Pi de UK pour K strictement plus grand que P. Par contre, Pi étant un projecteur, on a cette décomposition-là de E comme somme directe de ces deux sous-espaces vectoriels-là, avec ce sous-espace vectoriel-là qui est également celui-là. Aussi, pour montrer que pi rond G égale G rond pi, on va montrer que pi rond G et G rond pi ont même action sur les vecteurs de ce sous-espace vectoriel-là et même action sur les vecteurs de ce sous-espace vectoriel-là. Et montrer que G rond pi et pi rond G ont même action sur ce sous-espace vectoriel-là revient à montrer qu'ils ont même action sur ces vecteurs-là. Et ceci se fait immédiatement vu l'action de pi sur un de ces vecteurs-là et vu l'action de G sur l'un de ces vecteurs-là. Reste maintenant à montrer que pi rond G et G rond pi ont même action sur les vecteurs de quart de pi. Quand x appartient à un quart de pi, G de pi de x est le vecteur nul, il s'agit donc de montrer que pi de G de x est le vecteur nul quand x appartient à un quart de pi. L'expression générale de pi de G de x est celle-là. Or, par hypothèse, x appartient à un quart de pi. Par conséquent, ce vecteur-là est nul, ce qui nous conduit, vu que U1, U2, UP est une famille libre, à la nullité de tous ces scalaires-là. Ce qui nous donne alors tout de suite la nullité de ces scalaires-là, et donc que quand x appartient à un quart de pi, pi de G de x est le vecteur nul et est donc égal à G de pi de x. On a donc montré que G rond pi et pi rond G ont même action sur deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E, ce qui achève de démontrer que G et pi commutent. On nous demande maintenant d'en déduire que dans une certaine base de Kn, la matrice de G est cette matrice-là diagonale par bloc, avec ici une matrice nilpotente et ici également une matrice nilpotente. Vu que l'on a ici une matrice diagonale par bloc, derrière la base de Kn recherchée, il y a une décomposition de E égale Kn en sous-espace vectoriel supplémentaire dans Kn est stable par G. Or, pi commute avec G, et quand deux endomorphismes commutent, le noyau et l'image de l'un est stable par l'autre. Or, comme pi est un projecteur de E égale Kn, on a cette décomposition-là de E comme somme directe de ce sous-espace vectoriel-là et de celui-là. Et comme pi et G commutent, ces deux sous-espaces vectoriels-là sont stables par G. Par conséquent, la matrice de G dans une base de E égale Kn adaptée à cette décomposition-là sera bien de cette forme-là, et cette matrice-là sera la matrice dans une base de ce sous-espace vectoriel-là de l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par G, et de même pour cette matrice-là. Par conséquent, G étant nilpotent, les endomorphismes de ces sous-espaces vectoriels-là induits par G seront également des endomorphismes nilpotents et on aura donc cette matrice-là ainsi que celle-là qui seront des matrices nilpotentes.